En 2019, Ikram Aliskerov perd contre Khamzat Chimaev par KO. Il enchaîne ensuite 4 victoires, passe au Contender Series, gagne, met un KO sur Phil Hawes, est propulsé contre Paulo Costa, 4e au classement à ce moment-là. Combat annulé, repoussé, il bat finalement Warlley Alves en short notice. Il devait combattre le week-end passé et se retrouve propulsé une nouvelle fois en last minute contre Robert Whittaker, numéro 3 actuellement chez les middleweight, pour remplacer le seul à l'avoir battu dans sa carrière. Un combat intriguant qu'on vous analyse dans cet épisode du Game Plan avec Brian. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Mind. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à Unibet de sponsoriser cet épisode. Notre lien en description vous offre jusqu'à 100 € de free bet à l'inscription. Inscrivez-vous uniquement si c'est pour jouer de manière récréative. Brian, commençons par l'extra combat. Aliskerov devait combattre à Las Vegas le week-end qui vient de passer. Jeudi, la veille de la pesée, il accepte de combattre ce week-end-ci en Arabie Saoudite. Au-delà du double voyage, donc d'abord pour aller jusque Las Vegas et puis pour aller en Arabie Saoudite, à quel point décaler son cut d'une semaine avec un préavis littéralement inexistant est complexe. C'est presque, c'est même pas décalé en fait, c'est quasi refaire un cut, hein. Donc, à la différence, alors pour bien avoir en tête sur ce qu'on appelle un cutting, on a la partie où on perd du gras, tu vois, donc pendant tout le camp. Donc ça, il n'a pas à le faire. Enfin, tu vois, donc de descendre en poids via l'alimentation. Par contre, il a fait son cut hydrique intra, mais pas extra. Donc intra, ça veut dire que c'est l'eau que tu enlèves de ton corps qui est à l'intérieur des cellules, tu vois. Donc en supprimant le sucre, en supprimant le sel, en diminuant les fibres, ça te permet de faire moins de rétention d'eau et d'enlever un maximum d'eau, de prendre des compléments naturels qui peuvent favoriser le fait d'uriner. Tu vois, ça c'est vraiment intra. Après, tu as extra, c'est le sauna et les bains. Je pense que lui, il n'a pas fait forcément, je pense qu'il n'a pas fait l'extra. Donc, tous les bains. Et les bains, c'est sûrement ce qu'il y a de plus éreintant et fatigant. Donc, quitte à choisir, moi, ce que je dis beaucoup à des athlètes que j'ai pu suivre, il faut mieux faire un cut intra. Donc, tu supprimes l'eau par l'alimentation. C'est relativement facile, il n'y a pas de danger. Par contre, l'extra, c'est là où tu peux avoir de la surchauffe au niveau du corps, parce que tu mets ton bain trop chaud, tu vas aller trop vite, tu ne donnes pas d'informations positives à ton corps, et donc il peut commencer à paniquer, tu vois, tu le mets quand même dans un état où il s'inquiète pour sa survie, hein, tout simplement. Ça. Donc ça, il l'a pas fait, donc ça, c'est ce qui est le moins pire, entre guillemets, tu vois. Donc c'est pas un double cutting qu'il fait. Ok. Donc, il y a eu un petit peu d'affaiblissement lié à la suppression des sucres. Et encore, parce que certains trouvent que quand on supprime les sucres, quand on supprime les glucides, tu vois, sur un régime un peu paléo, cétogène, voilà, plutôt cétogène, ça peut avoir un regain d'énergie reboosté. Moi, j'ai pas de chiffres ni quoi que ce soit là-dessus, mais dans tous les cas, voilà, je pense que là, jeudi, il apprend, il peut remanger, reprendre des glucides, etc., etc. C'était jeudi dernier, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est jeudi dernier. Donc c'est vraiment la veille, grosso modo 24 heures avant le moment où il doit monter sur la balance. Ouais. Donc après, voilà, ça c'est pour le weight cutting classique sans trop de prise de risque. Tu le commences le jeudi. Après voilà, lui je sais pas comment il fonctionne. Peut-être qu'il a déjà commencé l'extra cutting, enfin où tu sors la flotte via les saunas avant, tu vois. Dans tous les cas, ce que je pense, c'est que ça peut l'affecter. Clairement, ça peut légèrement l'affecter, c'est sûr, mais pour autant, ouais, pas autant que si c'était genre il avait fait
sa pesée, tu Oui, vois. pas autant que s'il était déjà dans la déshydratation Voilà, très, très par les avancé. saunas, etc. Normalement, le jeudi, il n'a pas encore eu, enfin, son corps ne devrait pas avoir eu de signaux négatifs qui peuvent mettre en place des barrières pour la suite, tu vois. Les signaux D'accord. négatifs, c'est dès que tu mets ton corps en surchauffe, dès qu'il sent un danger pour sa survie, euh, là, ça devient dangereux pour le deuxième cutting. Tu peux avoir un affaiblissement, tu peux avoir voilà, de la fatigue, ce genre de choses. Ok. Donc, on peut, Donc, normalement, s'il fait bien ce coaching, on peut supposer qu'elle est restée que sur son régime classique. Donc, ça, c'est bien, il a plus de poids à perdre. C'est ça le problème, parce que si c'était dans 3 semaines, il faut se maintenir au poids. Tu vois, il y a tous ces éléments-là. Il va peut-être reprendre du poids. Enfin, tu te retrouves un peu les fesses entre deux chaises, tu vois. ouais. Après, ça demande une grosse gestion. C'est clairement pas optimal, mais c'est pas non plus drastique, on va dire, comme modification. Non, 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 c'est pas drastique. À la limite, le voyage aura plus d'impact. Je pense. Décalage horaire Parce que, aussi? ouais, Pas il y de- a un gros Ouais, décalage ouais. horaire, hein. C'est Las Vegas, donc c'est la côte Oui, ouais. ouest, Clairement, jusqu'à Arabie entre, Saoudite, entre, qui est ch- plus à ouais. l'est pour nous. Donc, Entre choisir ce qui est le plus impactant sur une performance, entre le décalage horaire, où tu n'as pas le temps de faire ton adaptation, peut-être qu'il est parti directement, je sais pas, hein. Mais un décalage horaire, ça reste compliqué. Et ouais. de faire la moitié d'un cut et de le reprendre la semaine suivante, entre les deux, moi personnellement, je préfère la moitié d'un cut et le reprendre la semaine suivante que me retrouver à combattre en décalage horaire. Clairement. Ouais, vraiment à l'opposé, bah, Ouais, c'est l'opposé, ouais. quoi. Ouais, probablement à 10-11 heures de décalage, quoi. Donc là, il y a effectivement 2 paramètres sur lesquels ils ont dû bosser et tout réadapter pour être physiologiquement le plus en forme possible. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Ouais, et puis, enfin, j'y pense maintenant, mais même d'un point de vue administratif et logistique, tu as plusieurs éléments. Tu vois, quand tu pars pour une fight week, tu fais tes valises pour cette fight week-là. Mm. Donc là, il part la veille de la pesée. Quand il arrive sur place, il a probablement, enfin, ça paraît bête, mais il doit probablement demander à l'hôtel de lui nettoyer des vêtements, ce genre de bêtises. Alors, tu as peut-être un manager qui est là pour le faire, mais voilà, il y a des petits éléments qui peuvent être légèrement énergivores et qui peuvent avoir leur petit impact. Ouais, Bref, je sais pas trop. C'est plutôt peut-être sur, tu vois, genre les compléments alimentaires dont tu as besoin, tu vois, ouais. ce genre d'éléments, tu vois, où tu vas faire ta liste de ce que tu as besoin, tu le fais pour ta semaine, ou tout ce qui est complément Mhm. pour se réhydrater, tu vois. Ouais. Ça, effectivement, ça peut un petit peu perturber, quoi. Mais bon, après, il y a Amazon, donc tu commandes rapidement, et puis il y a du temps à tuer, hein, quand même, sur une fight week, tu vois. Donc, Ouais. C'est vrai. Sauf que là, il est main event, donc je pense qu'en termes de médias, il aura beaucoup à faire. J'espère on vraiment va pour voir. lui qu'ils ont négocié pour ne pas devoir faire toutes les obligations médiatiques, Mm, parce que mm, sinon, ça va être vraiment drainant. Bon, ben justement, en parlant d'Ikram Aliskerov, qui est peut-être moins connu que Whittaker, même s'il a fait pas mal de hype et parler de lui depuis qu'il est rentré à l'UFC. Dans sa carrière en globalité, 15 victoires, une défaite. La défaite, on connaît, c'est contre Khamzat par KO. Dans ses victoires, il en a 6 par KO, 5 par soumission, 3 à la décision. Ses 3 dernières victoires par soumission sont des Kimura. mm. Mhm. Je voulais juste le notifier Ouais. ici. Il a un combat au Contender Series, 2 combats à l'UFC. Les 3 combats ici, ce sont des finishes au premier round. Comment est-ce que tu décrirais son style? Franchement, j'ai l'impression d'avoir une sorte de. J'aime pas le terme copie, tu vois, mais d'avoir un Islam Makhachev en, En en middleweight. middleweight, tu vois. Pour moi, je trouve qu'ils ont énormément de ressemblances, hein, bah, enfin en termes stylistiques, hein. Notamment, je pense qu'ils ont été entraînés pendant un temps, en tout cas Au KHK, ouais. au KHK. Et puis, je me demande si Aliskerov n'a pas été entraîné par Abdulmanap au tout début. Je peux Ouais, l'imaginer, ouais. ouais. Je pense que c'est Voilà. le cas. Donc, pour le décrire, donc au-delà de qu'il soit droitier, j'avais noté lutteur, grappleur, striker, tu vois. Je sais pas, mais j'avais pas envie de mettre non plus complet, tu vois. Des fois, je trouve ça un peu réducteur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je trouve que sa lutte, elle est excellente. Et je l'ai mis dans l'ordre, en fait. Je la trouve très très bonne, sa Ouais. lutte. Son grappling est excellent aussi. Et son striking est ultra dangereux, de mieux en mieux, tu vois. Et là, Ouais. ça fait vraiment, bien évidemment, il est complet, mais c'est pas le complet qu'on a d'habitude, tu vois. Il est vraiment excellent Non. dans les 3, quoi. Et c'est pour ça que je voulais souligner les 3, tu vois. Ouais. Mais par contre, je te rejoins. Je pense que là où il est le moins bon,
ou le moins excellent, c'est quand même, ça reste dans le pied-point. Ouais. Il a un peu ce côté death touch, j'ai l'impression, puisque le KO qu'il met sur Phil Hawes, assez impressionnant. Il fait tomber Warlley Alves sur un jab. Alors oui, Warlley Alves, c'est un welterweight qui monte en dernière minute, mais cela n'empêche que des knockdowns sur des jabs, c'est plutôt rare. Il y a le high kick et le coup de genou sauté qui suit derrière, c'est plutôt pas mal. Sur Phil Hawes, il y a peut-être plus de critiques à faire sur son pied-point. Il perd un peu sa stabilité quand il envoie ses middle kicks, ce genre de choses. Donc voilà, mais il a un style qui est quand même compliqué à aborder. On peut toujours critiquer, on peut même dire sur sa lutte ou des trucs comme ça. Il n'empêche que ça reste compliqué dans les trois, tu vois. C'est-à-dire, ça reste compliqué dans les trois. Donc c'est pour ça que comme j'ai dit, je pense que d'abord sa lutte est excellente, après son grappling et après son striking. Mais ça reste tout reste excellent, tu vois. Tout reste excellent, et sur ce combat, je suis même pas sûr qu'ils doivent se dire je vais aller en lutte ou en grappling, tu vois. Gros statement. Je pense que, en tout cas, Whittaker peut pas se dire juste je vais défendre sa lutte et son grappling, c'est les seuls dangers, tu vois. Ah non. Tu vois ce que je veux dire, vu sur cet angle, je suis d'accord, parce que un truc en fait, tu l'as un peu dit, c'est Aliskerov, il est dangereux partout. Il a ce côté un peu opportuniste partout. Il peut te finir au sol, évidemment. Il peut t'amener au sol, évidemment. Et si tu restes debout, il vient de prouver 2 fois de manière consécutive qu'il est capable de t'éteindre. Et c'est pour ça qu'en le regardant, il me fait penser vraiment à Makhachev, où tu affrontes quelqu'un où tu sais que si ça va au sol et en lutte, ça va être extrêmement compliqué. Faut pas y aller. Mais debout, c'est aussi la galère, quoi. Ouais, et par contre, si je peux, moi, la différence que je noterais entre Makhachev et Aliskerov, c'est que Makhachev, c'est peut-être un peu plus de la finesse technique debout, c'est plus propre debout, alors que Aliskerov, c'est un Dolidze debout. Tu vois, techniquement, c'est pas le niveau de Makhachev. Par contre, il en suffit d'une. Si tu veux, ouais. Et alors, un truc que j'ai noté qui me semble très intéressant dans le jeu de Aliskerov, c'est forcément, vu son niveau en lutte et en grappling, il sait que ses adversaires vont pas, en tout cas les adversaires qu'il a rencontrés, et Whittaker ce sera le cas, il sait qu'il va faire face à quelqu'un qui voudra pas aller au sol contre lui et qui voudra pas l'amener au sol. Et donc ça le met un peu, ça lui donne une vraie aisance dans son pied-point parce qu'il sait qu'il va attaquer, il y aura pas de shoot en takedown réactif. Et alors un truc qui est très intéressant chez lui, je trouve, c'est que il fait des entrées en lutte. Il sait que ses adversaires vont chercher à distancer leur hanche par rapport à lui. Et donc, il fait son entrée au clinch. Il y a une distance qui se crée au niveau des hanches et il envoie directement un coup de genou parce qu'il y a la distance pour lui qui est adéquate pour ses coups de genou. Et je trouve ça très intelligent de sa part on peut anticiper. Je sais que quand j'ai cassé la distance contre mon adversaire, il va vouloir à tout prix créer une distance et j'ai profité du fait que lui crée la distance pour moi pour pouvoir envoyer mes attaques au clinch. Je trouvais ça assez intéressant dans son jeu. Ouais. Non, oui, c'est sûr, hein. Ça, je sais plus si on en a parlé ici ou si j'en ai parlé ailleurs, mais un très très bon lutteur qui se concentre après sur son striking, eh bien, le fait d'être excellent lutteur et grappleur lui permet d'augmenter son niveau parce qu'il y a une inquiétude adverse et une inquiétude supplémentaire. Donc, tu peux être concentré que sur le striking parce que tu sais que le gars va pas t'attaquer dans les jambes ou quoi que ce soit, alors que l'autre doit et se méfier de ton striking et se méfier de ton sol. Voilà, c'est pick your poison. C'est un peu choisis ton poison quand tu affrontes un gars comme Aliskerov. Bon, du côté de Whittaker, est-ce qu'on doit encore le décrire? 25 victoires, 7 défaites en carrière, 16-5 à l'UFC, ancien champion de la division. Il n'a perdu en middleweight que contre Adesanya, 2 fois, même si la deuxième fois c'est très très controversé, et contre Dricus du Plessis. Style striker linéaire qui bosse sur du in and out avec une bonne gestion de la distance en travaillant en blitz avec de bons jabs, cross et stop kick pour tout ce qui est linéaire. Et à force de bosser en ligne, ses adversaires veulent soit chasser, soit esquiver sur les côtés. Donc il complémente ça avec un très bon 3 et un très bon high kick caché derrière son cross. Assez solide lutte défensive, bien réactive. Son défaut, par contre, il se fait salement connecter dans la quasi-totalité de ses combats, victoire comme défaite. Un très bon mental, une bonne capacité à bosser quand il est sonné. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose ou si ça nous fait un bon tour de son profil. Non, je pense que ça fait le tour. Je rajouterais quand même qu'il a ajouté les calf kicks dans son arsenal. Je trouve qu'il les utilise très bien.
Moi, j'ai écrit à peu près la même chose. Je sais pas s'il est toujours aussi léger pour la catégorie. Parce qu'il y a quelques années. C'est un ancien welterweight, Ouais. c'est vrai qu'on peut le notifier. C'est pour ça que je précisais que cette défaite en middleweight, c'est uniquement contre Adesanya Mais c'est vrai qu'en Dricus. en début de carrière, en middleweight, il y avait un petit peu toute cette, tout ce narratif autour du fait qu'il était plutôt léger pour la catégorie. Lui l'utilisait, il disait qu'il cutait peu. La question est, aujourd'hui, après pas mal d'années, bah forcément, il a dû prendre un peu de muscle, un peu de poids. Est-ce qu'il est toujours aussi léger? Ça, je ne sais pas. Je pense pas. Moi, je le considère pas comme un léger middleweight. Ok. C'est pas non plus il fait pas partie des larges Des gros, ouais. middleweight, mais plus dans la moyenne haute, j'irais. Hein. Moyenne haute. Ah, ça va, c'est intéressant. J'ai pas d'infos là-dessus, mais en tout cas, il fut un temps, ça faisait partie des éléments à prendre en compte. Et moi, j'ai noté un petit truc en plus, c'est que, comme tu l'as dit, il a beaucoup de combats à l'UFC. Et pour moi, il a l'expérience, clairement. Mais ça a aussi l'avantage pour son adversaire d'avoir beaucoup d'informations sur lui. Et donc ça, je l'ai mis aussi, bah voilà, expérience, c'est positif. Défaut, c'est exploitable par l'adversaire. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de matière à analyser. Beaucoup de matière. Ce qui est moins le cas pour Aliskerov, qui n'a jamais affronté ce style de combattant, tu vois. De 1 et de 2, comme on l'a dit, ces 3 derniers combats, donc les 3 versions les plus récentes qu'on a de Aliskerov, sont des combats qui durent 3 minutes. Oui, donc il y a de l'information, mais il n'y a pas non plus beaucoup à étudier. Il y a de l'information sur un type de profil, tu vois, qui va accepter la pression, qui va relativement petit et trapu. Il y a très très peu de choses. Donc voilà, donc ça je l'avais noté aussi. C'est tout. Je pense que c'est intéressant de devoir le noter. Alors, passons au game plan. Avant de commencer la partie game plan, je pense qu'il y a une information qui est très importante. On reste sur un 5 rounds, comme c'est un main event. Donc, avec toutes les modifications dans le camp de Ikram Aliskerov, il y en a une supplémentaire. C'est, mec, ce samedi, tu étais supposé combattre en 3 rounds. Ben, finalement, samedi prochain, tu combats sur 5 rounds. Je pense que ça a vraiment son importance, d'autant plus que c'est une première pour Aliskerov. Et donc voilà. Il y a un autre truc, c'est ce week-end, tu combats en 3 rounds contre un gars où tout le monde te voit gagner. T'es à 1.8, je crois, 0.8. 1.08. 1.08. Et là, tu passes de l'autre côté de la barrière et c'est en synchrone contre un top 3. Ouais, c'est gros. Et on peut aussi le notifier du côté de Whittaker. Whittaker se préparait pour Chimaev. Ouais, bah, moi je trouve que il gagne légèrement au change. Il y gagne légèrement au change, mais je veux dire, le fait que Whittaker se préparait à devoir lutter défensivement et être attentif en pied-point contre un Khamzat, ça l'a bien préparé pour un Ikram Aliskerov. Il n'y a pas tant... Allez, pour Whittaker, bon, je suis entièrement d'accord. Quand tu as un combat annoncé à une semaine, tu es dans ta fight week. C'est pas là où tu fais des ajustements, c'est pas là où tu apprends des nouvelles techniques, c'est pas là où tu modifies complètement ta stratégie. Donc, pour Whittaker, ça reste confortable d'un point de vue sportif uniquement. Évidemment, on n'en a pas parlé, mais il a moins à gagner contre un Aliskerov que ce qu'il avait contre Khamzat d'un point de vue classement. Déjà, contre Khamzat, il était underdog. Maintenant, il est favori. Donc, contre Khamzat, il avait rien à gagner non plus au niveau classement. Ouais, niveau hype, un peu plus. Oui, c'est différent. Hein. Et un peu plus parce que Khamzat est quand même dans le top 15. Aliskerov, son nom n'est pas dans le top 15. Ouais, mais bon, je pense que derrière, tu vois, sur la question du classement, on sait tous qu'Aliskerov, il devrait avoir sa place dans le top 10, tu vois. Bien sûr. Et donc à partir de là, il y a la théorie et puis il y a ce qu'il y a. Donc tu peux te battre contre un gars qui est dans le top qui est 9, s'il est dans la pente descendante et que tout le monde dit bah ouais, mais il faut même pas le top 15. Oui, c'est ça. Être le 4e à avoir battu Tony Ferguson quand il était encore 10e au classement, c'est pas la même que effectivement battre un Aliskerov qui est en plein dans son ascension vers le titre. Ou à l'époque, si quelqu'un avait réussi à battre Islam Makhachev, tu vois, qui était même pas dans le top 15, tu vois. Ouais. Donc à un moment, c'est clair que l'UFC, bah c'est bien beau, mais il faut les classements, tu vois, c'est bien beau, mais il faut à un moment donné se projeter sur ce que valent à peu près les combattants. Ouais, parce que ici, on en parlera à la fin du podcast, mais les codes de Paris ne donnent pas une méga confiance en Whittaker, et c'est là-dessus qu'il faut aussi regarder. Je pense que quand tu es favori, comme tu le disais tout à l'heure pour Aliskerov contre Trocoli à la base à 1,08, ben on t'attend au tournant. Tu peux pas gagner une décision
ennuyeuse à regarder pour les fans. On s'attend à ce que tu finisses ton adversaire dans le premier ou dans le deuxième round ou que tu aies un 30-25 à la décision. Ici, voilà, c'est très serré sur papier, donc une victoire pour l'un comme pour l'autre, c'est un solide argument dans cette course pour le titre. Exactement. Faut pas oublier que y a effectivement la question de la hype pour obtenir, pour monter dans le classement, et puis y a l'aspect sportif. Et c'est clair que à un moment, une victoire ce week-end pour l'un ou pour l'autre, c'est rester en lice pour la suite, tu vois. Tout à fait. Mais parlons stratégie. Donc pour Aliskerov, de prime abord, Whittaker est forcément le sujet au low kick, vu son style. Il est moins performant sous pression et il peut être mis en danger face à des contreurs avec un bon timing. Ma question, c'est est-ce que Aliskerov rentre dans une ou plusieurs de ces cases ou est-ce qu'il doit plutôt miser sur quelque chose d'autre que l'un de ces trois éléments? Alors, tu vois, sur la question des low kicks, moi j'ai passé ça de l'autre côté, tu vois. Des calf kicks. Là, on est sur le game plan de qui, là? De Aliskerov. En fait, la question, elle est un peu faite exprès parce que je trouve que quand tu établis un game plan en tant que coach ou peu importe, soit tu regardes un blueprint déjà établi. Quand tu affrontes quelqu'un comme Whittaker, comme tu l'as dit plus tôt, il y a beaucoup de matière sur lui. Soit les blueprints qui sont déjà établis, tu te sens pas capable de les copier ou de t'en inspirer et du coup, tu dois en développer un nouveau. Donc la question pour Aliskerov, c'est est-ce qu'il doit s'inspirer de quelque chose qui a déjà été fait contre Whittaker ou bien il doit essayer de trouver son propre chemin à lui pour le vaincre. Pour moi, oui, le blueprint, c'est sûrement pas Israël Adesanya, tu vois. Pour moi, le blueprint, c'est Dricus du Plessis qui a, au-delà du fait qu'en tant que fan, on a tous dit, ouais, il était en train de le gérer jusqu'à ce qu'il y ait un... Non, je trouve pas, moi. Ah, tu trouves pas, on est d'accord. Mais moi, j'ai eu ces échos-là, tu vois, genre le premier round, il était à l'aise, deuxième round, il était à l'aise. Il se fait quand même bien taper à la fin du premier round par Dricus, tu vois. Ah oui. Ouais. Et je sais même pas le premier round à qui il a été donné. J'ai vite Google pendant que Parce qu'effectivement, les 4 premières minutes, il dominait, tu vois. Ou les 3 premières minutes et demie. Ouais. Mais la fin, il se fait bien taper, quoi. Non, les 3 juges le donnent à Dricus. Ah bon, voilà. Ok. Voilà, Okay. L'argument est contré juste comme ça. Non, je parle juste qu'il y avait quand même pas mal de fans qui disaient qu'il était à l'aise sur le premier round, tu vois. Ouais, mais justement, c'est ça que je dis, c'est que en regardant on a le contre-argument solide. Quand t'es fan, des fois, tu vois que... Oui, et puis il y a ce truc aussi, ça c'est 100% vrai, c'est quand tu as regardé un combat juste en live et qu'on te pose la question 3 mois plus tard sur ce combat. Et d'ailleurs, il y a... j'ai pas partir dans ce sujet, mais je crois qu'il y a une étude là-dessus où tu fais regarder un film à quelqu'un, puis tu lui donnes une information dans les 5 minutes après le film, et puis tu lui poses une question 1 an après sur le film, il va inclure l'information que tu lui as donnée juste après le film. Enfin, il y avait un truc comme ça. Mais pour en revenir, pour moi, c'est ça le blueprint. C'est pouvoir chercher la mise au sol. Donc moi, sur le game plan, j'ai mis, il fallait que Aliskerov avait les moyens de mixer, tout simplement, et qu'il serait capable de mettre au sol Whittaker. Peut-être pas avec un headlock, peut-être avec un truc un petit peu plus... Enfin, peu importe au final, parce qu'il l'a mis au sol, tu vois. Je trouve qu'au sol, Duplessis a vraiment montré qu'il y avait possibilité de travailler tout en frappant. On a quand même, il faut quand même le souligner, Whittaker qui est très très bon au sol. On le voit dans sa manière de bosser, que ses formes de corps... Enfin voilà, qu'il a un bon sol. Mais je pense que Aliskerov sera supérieur, comme l'a été Duplessis, tu vois. Et Duplessis, au final, je m'en étais pas rendu compte sur le premier combat, mais ça paraît pas, mais au sol, il a l'air... Ah, c'est un monstre, hein. T'as jamais vu son highlight où il fait le quintet et il bat les 5 adversaires tout seul? Ah, faut que je regarde, non? C'est exceptionnel. Je vais te retrouver mais au-delà de ça, tu vois, souvent on dit, il est, tu vois, le terme c'est un monstre dans le sens, genre physiquement, il va dépasser. Mais je crois que il n'y a pas que physiquement, tu vois. Non, en fait, il fait partie un peu de cette catégorie. Islam Makhachev, c'est techniquement incroyable et en plus de ça, une force physique brute. Et donc, j'ai toujours dit. C'est juste que techniquement, nous, on a nos signaux. Tiens, il est technique celui-là parce qu'on le voit faire des trucs un peu académiques, tu vois. C'est beau, passage de garde, tac. Mais lui, en fait, ça paraît pas technique. Mais ça l'est. Non, c'est efficace. Oui, mais ça l'est au final. C'est-à-dire que lui, il a vraiment un style.
Ouais, il est impressionnant. Il est vraiment impressionnant. Donc pour moi, je pense que le game plan, ça serait plutôt de mixer. Je pense qu'il doit mixer entre sa lutte, son grappling et ses moments debout, comme l'a fait Duplessis. Et s'il y a un blueprint, pour moi, c'est celui-là. Ouais. Mm. Ouais, je suis d'accord. Ça, allez, ce que Dricus est capable de faire ressemble plus aux compétences de Ikram que celles de Adesanya. Et effectivement, peut-être mettre un tout petit peu plus l'accent sur la lutte que ce qu'a fait Dricus. Donc on va dire, Dricus c'était du 70-30 striking grappling. Et Alice Caro, ça peut être du 40-60, un truc comme ça. Je suis pas sûr. À voir. Je suis pas sûr. T'es même pas sûr de non. ça? Parce que pour moi, la grosse différence Non, de Dricus, c'est qu'il a debout, il a vraiment ce truc explosif. Il est capable de t'attaquer sur des angles et des distances assez bizarroïdes avec des trucs inattendus, mais efficaces comme il le fait au sol. Qui ça, Duplessis? Ouais, Duplessis. Ouais, mais si tu regardes Aliskerov, le fait que tu me dises que tu le trouvais un peu moins technique, je trouve aussi qu'il a des angles ou des capacités à frapper assez intéressantes, tu vois. Ouais, il peut surprendre sur un côté moins orthodoxe, moins académique que ce qu'on connaît. Et sur le fait, à un moment, que tu vois, tu dis qu'il est déséquilibré sur un high kick, mais c'est parce que certaines fois, en fait, tu te déséquilibres, non pas parce que tu es concentré à rester en équilibre, c'est que tu veux que ton pied il finisse dans la tronche de l'autre, tu vois. Et il passe au travers. Et quitte à être déséquilibré après, tu vois. Et c'est vrai qu'en fait, ça c'est un truc, en plus je l'ai dit, Aliskerov peut se permettre d'être déséquilibré, parce que s'il se retrouve sur son dos, c'est pas grave. Et si on regarde Duplessis, sur la droite qui touche, enfin le crochet avant, si je dis pas de bêtises qui touche, c'est un crochet avant? Il me semble. Il regarde même pas où il frappe, tu vois. Il part complètement en arrière, il ferme les yeux, puis il touche, et il y va, tu vois. Et ça, c'est pas du tout académique, tu vois. Tu es ici, là. Et voilà, pour moi, c'est vrai que je trouve qu'il peut y avoir une similarité là-dedans sur des coups qui sont peu attendus parce que tu fermes tes yeux et tu regardes pas où tu frappes, parce que tu es déséquilibré au moment de frapper, mais parce que tu veux faire mal, tu vois. Ouais, en fait, c'est vrai qu'on peut le comparer au KO de Aliskerov sur Phil Hawes, qui est aussi un peu sur un angle bizarre. T'as l'impression que Aliskerov, il frappe pas vraiment dans sa ligne, il frappe sur l'extérieur de son épaule et ça trouve sa cible. Mais là, c'est aussi peu académique, mais efficace. Pour moi, c'est une grosse erreur de Phil Hawes sur ce truc-là. Ouais. Il est à l'intérieur, enfin, on est en garde ouverte, il envoie un jab et il fait il sort sa tête du côté du cross. Je crois qu'il fait un shoulder roll du côté du jab, il absorbe le jab et il repart alors qu'il y a un 2 qui arrive, tu vois. Ça, voilà. ça se paye cher. Ça se paye cher, hein. Ça se paye très très cher. Et dernier point sur la stratégie d'Aliskerov, moi je pense que il y a que lui qui peut répondre à ça, mais quelle est sa confiance en lui sur 5 rounds? Est-ce qu'il doit viser un finish rapide, faire un peu le tout pour le tout sur le début de combat, viser à prendre les 3 premiers parce qu'il est préparé sur les 3 premiers, survivre sur le 4-5? On pourra pas répondre à ça, mais il faut qu'on pose la question. C'est pour ça que, tu vois, quand tu disais je verrais plus un 40, tu vois, sur ce qu'il devrait mettre en lutte, moi j'aurais plutôt tendance à limiter la lutte. C'est-à-dire que tant que ça reste debout, il doit boxer, il doit menacer. Par contre, au moment du clinch, il ne devrait pas y avoir trop d'échappatoire, il doit mettre au sol. Si ça va au sol, il doit rester dans du contrôle-frappe, économie, tu vois. Mais pour moi, il ne doit pas se fatiguer en lutte, à 60% en lutte, à la cage. Tu vois, c'est ce qu'on a vu notamment avec Cannonier contre Imavov. Pour moi, Cannonier s'est un peu épuisé à rester, à chercher à lutter et à la cage, tu vois. Et il n'avait plus le cardio derrière pour pouvoir frapper. Donc, il faut savoir que la lutte, une fois que ça passe plus, ça devient compliqué, quoi. Ouais, et ça impacte ta qualité en pied-point. Voilà. Par contre, s'il met au sol, qu'il contrôle en demi-garde ou dans la garde et tout, là, il peut s'économiser, il peut prendre ses rounds et il peut prévoir de faire ses 5 sans trop de difficultés et peut-être trouver le moyen de finaliser au sol, tu vois. Et justement, si on regarde le combat où il y a eu le plus de luttes pour Whittaker, c'était contre Yoel Romero les 2 fois. Quand il se relève d'une séquence de lutte ou quand il défend une lourde séquence de lutte en chaîne, derrière, il est capable de rester rapide, de rester efficace avec son pied-point. Donc, c'est quelqu'un qui,
Ouais, c'est un combattant qui est fait pour le 5 rounds aussi, je trouve, Whittaker. On Ouais, l'oublie un peu parce qu'il a fait pas mal de 3 rounds et il a été très performant sur 3 rounds, mais je pense qu'il est encore plus sur 5. ouais, j'avais noté ça, qu'il était son cardio, hein, je pense il est aussi connu pour Mm. cette capacité à faire ses synchrones. Ouais. Donc pour répondre à ta question sur Aliskerov, je pense que dans tous les cas, sur un synchrone, il doit venir pour faire ses synchrones, ça c'est sûr. Moi j'avais noté ça, j'avais noté de mixer, j'avais noté de chercher la décision, donc de prendre ses 3 rounds, tu vois, avec possibilité de finish ou de KO TKO. Et alors, Mm. dans l'idée, quand je dis avec possibilité de finish, c'est vraiment ne pas se concentrer, mais ça c'est un truc assez habituel, ne pas se concentrer sur le mettre KO, sur aller chercher la soumission à tout prix, mais prendre ses rounds, et s'il y a l'opportunité, tu finis, tu vois. Et on Mhm. pourrait avoir un petit peu le même échange, pop, pop, ça frappe, boum, il touche, c'était pas prévu, et il va pour finir, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et évidemment, Kimura, hein, je pense que ça fait partie de son jeu, ça, il Voilà. peut. Je Il le est vois très pas. très fort. Jack Slack a fait une analyse là-dessus. Hein. Je sais pas si tu l'as vu, mais Jack Slack a fait une analyse sur les setups des Kimura de Alice Kerov. Ah, Ouais, elle est du pur Jack disponible Slack sur YouTube. sur YouTube, il me semble. Il me Quand il semble. place sa tête à l'intérieur. Ouais, contre Souza, c'est incroyable Incroyable, ça. incroyable. C'est exceptionnel. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, c'est ça le truc, c'est que quand je dis de chercher à prendre sa décision et s'il y a une opportunité de finish ou de KO de l'utiliser, c'est à la différence que sur certains combats, tu peux construire ton finish ou construire ton KO, tu vois. Mm. Le problème de construire, ça veut dire que tu peux perdre des rounds, mais tu es en train de préparer un finish. Et je ne pense pas que face à un Whittaker soit facile de Non. construire un KO ou de construire une soumission. Quand on voit sa capacité sur le dos à recomposer, à tirer la garde, à se replacer, je pense que ça ne sera pas possible. Ah, je suis d'accord avec toi. Il faut d'abord se concentrer sur prendre les rounds contre Voilà, Whittaker et si le finish arrive, il le prend. le prendre. Ouais. Du côté de Whittaker, qu'est-ce qu'on recommande? Est-ce que moi le premier truc que j'ai noté, c'est plus statistique. Les 3 dernières victoires de Ikram Aliskerov, c'est au premier round. Mhm. Aliskerov était supposé combattre en 3 rounds la semaine précédente. Donc ici pour Whittaker, c'est passer la tornade du début, être patient, miser sur sa prépa en 5 rounds qui devrait être meilleure et avoir un style un peu, une approche un peu crescendo dans le combat où il va monter le volume et l'intensité au moment où il le sent, mais probablement à partir de la fin du deuxième ou en tout cas du troisième quand ça devient plus urgent. Mhm. Bah ça, sur le Ça, c'est une général, base oui, sur hein. l'approche. Ouais, sur le Sur le général. général, moi Et, aussi, je pense avoir. J'ai mis qu'il fallait qu'il cherche la décision, rester debout, effectivement. ouais. Et sur l'approche, conscience de l'espace et tuer dans l'œuf sur son positionnement. Ne pas se retrouver derrière la ligne noire. Je pense que ça, c'est peut-être l'approche à avoir contre un Aliskerov. Parce que Aliskerov a réussi à finaliser ses 3 adversaires, notamment parce que ses 3 adversaires n'arrivaient pas à gérer sa pression, qui est Mhm. pas. Alors, on ne sait pas si sa pression est excellente, mais je crois que Whittaker, c'est dans son intérêt vraiment de beaucoup bouger, beaucoup se déplacer, chercher justement à frustrer peut-être Aliskerov au début avec du in and out, Mhm. juste toucher, sortir, ne plus être présent, et ne jamais être vraiment trop proche de la cage. Ouais, 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 je pense que c'est ça. Alors, je pense qu'on n'avait pas fait les points positifs et négatifs d'Aïskirov, mais moi j'avais noté que effectivement, sur ses points positifs, c'est qu'il mettait toujours une pression légère. Par contre, Ouais. il a tendance alors à désengager en ligne, et ça Mhm. c'est intéressant pour Whittaker. Je trouvais que il désengage en ligne, mais de temps en temps il faut faire attention parce qu'il change de niveau pour attaquer les jambes, tu vois. Donc il met la pression. Si tu avances trop vite, il descend, il attrape tes jambes, il te mettra au sol. Mais c'est vrai qu'en règle générale, il a tendance à reculer vraiment tout droit en ligne. Donc ça, pour moi, c'est intéressant pour Whittaker. Moi, j'ai trouvé que quand même dans les points négatifs d'Alice Kirov, c'est que je le trouvais perméable au kick. Je trouve qu'il prend quand même pas Mhm. mal de low kick, de calf kick. Je pense que Ouais. ça doit rentrer dans le game plan de Whittaker, Ouais. d'aller chercher ses calf kicks même en garde fermée, parce qu'il les a très bien. J'ai trouvé qu'il était perméable aussi au kick en garde ouverte. On l'a vu contre Phil West où il se prend des sales middle. Ça, le middle, ouais, Il ouais, se prend ouais. aussi en garde ouverte un crochet avant, qui est comment dire ça? Une arme en garde ouverte. Donc en garde ouverte, vous avez les 3 kicks arrière, bien évidemment, c'est bien ouvert. Le bras arrière, mais le crochet avant, parce que bah, il y a l'épaule qui cache un petit peu l'angle de vision. Mhm. Et il a failli en prendre un contre un Phil West. Donc il y avait ça sur lesquels je me posais, sur l'aspect plutôt technique.
Ouais. les calf kicks, peut-être de temps en temps changer de garde pour pouvoir aller chercher ses kicks, peut-être de temps en temps partir sur les blitz, tu en as parlé, parce Mhm. on a un adversaire qui a tendance à désengager en ligne, mais il faut être prêt à sprawler hein, C'est s'il ça. descend. Et beaucoup de feintes aussi, ouais, comme tu l'as dit, pas mal d'informations. Mm, mm, mm. Et puisqu'on en avait parlé dans notre analyse de la semaine passée, un gars qui avait bien bossé en blitz avec des sprawls réactifs, c'était Perez contre Mokaev. Je trouve que il faisait ça Ouais, bien. ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est peut-être une Et avec inspiration. une bonne défense sur les changements de niveau. C'est ça. C'est Parce ça. que ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, vous avancez dans la même garde, 1, 2, 3, et vous surengagez un changement de niveau, l'adversaire va, ce qu'on appelle cut de corner, attraper vos jambes et utiliser votre déplacement pour vous faire tomber. Par contre, sur les blitz, c'est quasi tout droit, c'est les pieds qui partent tout droit, et vous êtes déjà à moitié dans une position de sprawl. Donc souvent, c'est ce qui s'est passé avec Perez, c'est qu'au moment où il descendait Mokaev, boum, les hanches étaient derrière, il a juste à pousser sa tête pour pouvoir sortir. Et vous arrivez de face, donc il peut pas vous emmener derrière, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, s'il surengage, Whittaker, il doit partir en blitz, comme ça il aura ses hanches bien en avant, il aura déjà la possibilité de sprawler, entre guillemets, beaucoup plus facilement, comme l'a fait Perez. Donc, ouais. Et en plus, si je dis pas de bêtises, Whittaker fait un tout petit peu penser à Cerudo dans ses blitz, dans le sens où la tête est fort basse. Ouais. Donc il peut, enfin, quand tu fais ça dans ton blitz, ça force aussi ton adversaire qui veut shooter réactivement à shooter très très bas. Sinon, c'est première ligne de défense que tu prends un peu plein pif. Ouais. C'est illégal, mais voilà, ça force un peu ton adversaire à devoir shooter très très bas. Et donc, si tu dois plus descendre, tu mets moins d'impulsion vers l'avant et avec le blitz, limite le lutteur qui descend très bas est propulsé lui-même un peu vers l'arrière, donc ça t'aide dans ton sprawl réactif. On a fait un bon tour, il est temps de se mouiller. Il est temps de se mouiller. Alors, pronostat. Alors, je sais pas si j'ai flashé, mais j'ai vu la sueur qui, au moment de l'annonce du combat, avait posté que Whittaker était underdog. Maintenant, en vérifiant chez notre sponsor unibet.fr, je vois qu'il est tout de même favori à 1,70. Aliskerov est à 2,02. On n'est même pas sur un 55-45 du coup à l'avantage de Whittaker. Donc il y a beaucoup de respect qui est mis sur Aliskerov. Qu'est-ce que tu penses de ces cotes? Écoute, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. Je t'avoue que je pense, moi personnellement, je vois Aliskerov légèrement favori. Ouh, wow. Ouais. Okay. Je le verrais légèrement favori. C'était un combat qui a été prévu un petit peu plus en avance. Ouais. Je pense qu'effectivement, son manque d'expérience, c'est compliqué, mais tu vois, sur cette question de 5 rounds, sur ce début de cut, sur ce déplacement et tout, me fait perdre des points de pourcentage. Ouais. Si on se base sur les styles similaires à lui, et avec à peu près les mêmes types d'entraînement, je reviens sur Islam Makhachev, on sait que Islam Makhachev, malgré qu'il soit capable de tenir 5 rounds, on est tous d'accord pour dire que ça ralentit un petit peu au fur et à mesure que les rounds avancent. On a vu des signes de fatigue, et bien évidemment, on sera d'accord de dire peut-être que c'était lié à son cutting, peut-être que c'était lié au voyage en Australie. C'est exactement la même chose. Donc, c'est clair. donc ces éléments-là font dire quand même que le 55-45 vis-à-vis de Whittaker, je le comprends, tu vois. Ouais. Je le comprends. Et pour moi, il n'est pas sur l'aspect uniquement sportif, il est aussi sur l'aspect situationnel. Tout ce qu'il y a autour. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, ils vont s'affronter last minute pour Aliskerov à l'horaire de Whittaker, décalage horaire, etc. Whittaker reste favori. Il a montré qu'en 5 rounds, ça lâchait très très peu. Le style d'Aliskerov peut nous amener à penser que à partir du 4 et du 5, ça risque d'être compliqué. Voilà. Ouais, moi aussi, je trouve que les cotes sont pas déconnantes du tout. Tu vois, d'un point de vue sportif, tu dis ouais, le 3 qui rencontre un gars en dehors du top 15, mais comme tu l'as dit, il faut voir le niveau, il faut pas voir le classement. Aliskerov n'est pas dans le top 15 parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion de monter dans le top 15 et c'est parce qu'il a que 2 combats officiellement à l'UFC. Donc voilà, je sais que le narratif c'est
Voilà, Whittaker, il est peut-être un tout petit peu sur le déclin. Certains le pensent en tout cas, donc ça joue peut-être dedans. Mais c'est clair qu'il y a du respect à mettre sur Aliskerov. Comme tu l'as dit, il est complet, il est dangereux partout, il est opportuniste, il est réellement effrayant à affronter. Mais il y a tout le tour du combat qui fait qu'on a quand même des questions à se poser. Avec une meilleure préparation, si le combat avait été prévu à 8 semaines, je pense que Aliskerov mériterait peut-être d'être vraiment très proche du 50-50 ou voire un tout petit peu favori. Ici, moi, je suis plus entre le 55 et le 60 à l'avantage de Whittaker parce qu'il y a aussi ce côté tenace du côté de Whittaker que faut y aller pour le finaliser. Je pense que Adesanya l'a finalisé parce que Whittaker rentre complètement dans son jeu la première fois et Dricus Dricus fait une très belle performance. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de discussion à avoir sur Dricus. Voilà. Donc voilà, moi c'est difficile de pronostiquer, mais je crois que je vais me mouiller. Je vais prendre un pronostic où voilà, les gens vont peut-être ouvrir les yeux assez grands, mais Whittaker TKO 4e. Ah bah, c'est moi qui vais ouvrir les yeux. Ah ouais, la réaction de notre TKO audience, c'est bien. 4e. Ouais. Bon, je vous avoue que sur le truc, moi, dans mes pronostics, alors, je peux les voir tous les deux aller à la décision, ok? Et tous les deux l'emporter à la décision. Je pense que la probabilité, j'ai pas regardé les, je pense pas qu'elles soient sorties les codes, mais je pense que la probabilité que ça aille à la décision est quand même assez importante. Je pense que, comme j'ai dit un peu dans le game plan, je pense que tous les deux ont des possibilités de finir, et je pourrais voir Whittaker obtenir un TKO. Je le vois difficilement mettre un KO net, mais sur un high kick ou sur une entrée avec une droite, tu vois. Et de l'autre côté, je peux voir exactement la même chose. Je peux voir une possible décision et un finish soit par soumission, soit par KO. Ouais, KO TKO. Donc je pense que tu résumes très bien. Tous les scénarios sont possibles. Ouais. Le moins possible de tous, et vraiment à mon avis la cote sera énorme. Whittaker par soumission. Ça, on le voit beaucoup moins arriver. Même pas du tout, en fait. Bon, il faut jamais dire pas du tout. Jiri Prochaska a quand même soumis Glover Teixeira dans le 5e. Je pense que c'était très difficile à prédire, mais voilà, c'est très très peu probable que ça arrive. Ça, je suis entièrement d'accord. Mon prono. Eh bien, écoutez, moi, je vais mouiller. Je vais mettre Aliskerov par Kimura au 3e. Après avoir sonné, Whittaker ou juste pas sur un non travail plus. au sol. Déjà, c'est non, c'est je un sais, prono, je sais, mais... c'est un prono à 5% de chance ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, voilà. Non, pas mal. C'est même pas un prono, c'est peut-être ce que j'aurais envie de voir, tu vois. Oh, ok. Envie de tu voir. veux du 109 Tu veux du 109 J'ai envie de voir un peu de 109, ouais, j'aimerais bien avoir un peu de 109. Ouais, j'aimerais bien avoir un peu de 109. Il y a des chouettes combats pour Aliskerov pas dans le top. Enfin, il y a aussi des chouettes combats pour Aliskerov dans le top, mais dans sa transition vers le top, tu vois, des Fluffy Hernandez, ce genre de combat, ça m'intéresserait beaucoup pour Aliskerov. Ouais. Non, j'aimerais bien un peu de 109. Après, je vous avoue que j'aime beaucoup aussi le style de Whittaker, donc voilà, j'aimerais bien que ce style-là fonctionne aussi, tu vois, sur ce type de profil lutteur, enfin ce nouveau type de profil caucasien, tu vois, lutteur, grappleur et en plus striker. On commence à arriver sur des styles qui deviennent très très problématiques à l'UFC, tu vois. Et donc les deux scénarios m'intéressent, tu vois. Si on a un Whittaker qui remonte, qui a la possibilité de surclasser ce type de profil, ça m'intéresse. Si au final ce type de profil prend encore de l'ampleur avec une victoire comme celle-là, ça m'intéresse aussi sur le plan sportif, parce qu'on aura une sorte de nouvelle ère qui va un peu se créer, tu vois, de type de combattant. Donc, moi j'ai. Quand je te dis 31 ans déjà, il crame. Quand je te dis caucasien, en plus, c'est même pas vrai, parce que tu vois, un Topuria qui vient de la lutte, qui a un grappling incroyable et qui commence à avoir un striking, qui a un striking, qui a construit en dernier son striking phénoménal, tu vois. On arrive comme ça dans une ère où les combattants tu peux que kiffer ces combattants. Tu peux que kiffer ces combattants. Oui, mais c'est surtout, on va avoir une ère où il y aura plus de zone d'ombre, tu vois.
Ouais. Tout, Ouais, ouais. tout va être comblé. Les gars seront incroyables en lutte, incroyables en grappling, incroyables en striking. Ça va être. Voilà, c'est la fin des combattants avec des profils un petit peu uniques, tu vois. Ouais, mais c'est ça, parce qu'en fait, il faut imaginer si Topuria et Makhachev étaient dans la même division et qu'ils devaient s'affronter, qui prend le dessus où, tu vois, ça va faire plaisir cette ère du MMA où Ouais. ils sont tous forts partout, Ouais. très forts partout. Ça, c'est vraiment un Très combat hâte de voir ça. d'un côté, il m'intrigue et d'un côté, il m'intrigue pas trop parce que je vois Islam. Ouais, mais c'est le poids surtout, non? Euh, Techniquement, je pense que au sol, Islam est meilleur. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est chaud quand même. Et en lutte, je peux le voir meilleur aussi. Ouais. Et notamment parce que je pense qu'il continue à affûter ses armes en lutte et au sol. Je pense un peu moins de l'autre côté chez Yato Puria. Qui a déjà amené au sol Ilia Topuria? Bah, Brice Mitchell, hein, l'a mis au sol. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais il s'est bien fait renverser aussi après sur Ouais, une bah après, belle. Brice Mitchell, c'est pas Islam Makhachev, hein. Ouais, c'est clair, c'est Donc, clair. pourrait Bryce Mitchell une ça fois. pourrait Ouais. m'intriguer, mais je préférais voir. Ouais. Oui, bien sûr, mais c'est vraiment hypothétiquement si de base ils étaient tous les deux dans la même Oui, catégorie de poids et qu'il fallait pas et qu'ils s'étaient affrontés, ça aurait été vraiment incroyable pour les fans de se dire ok, il y a deux mecs aussi excellents partout qui ouais, s'affrontent. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est génial ici. Donc moi j'ai effectivement pas spécialement de préférence. J'aurais préféré que Alice Kerov ait 28 ans. Je sais pas pourquoi dans ma tête je pensais qu'il avait 28 ans, il a 31 parce qu'alors j'aurais pu dire préférence Whittaker. Parce que Alice Kerov aura alors le temps de se reconstruire et c'est pas grave s'il perd contre le numéro 3. Pourquoi Euh, le temps? C'est quoi la différence? mais j- Ah, j'aime il bien, faut pas 5 ans pour se... j'aime bien l'idée d'avoir un Alice Kerov qui monte dans le classement, Ah tu oui, vois. mais il faut pas 5 ans Et pour se reconstruire. non, mais c'est vrai, c'est Tu vrai. vois, à Donc, 31, ouais, il petite préférence perd, Whittaker parce que, ouais. on le remet contre un top 15 qu'on pense, il gagne, il fait 3 combats dans l'année, Mm. tu vois, en 2 saisons, c'est bon, hein. Ouais, parce qu'en fait, il y a deux combats que j'ai envie de voir pour eux deux. Mm. Whittaker contre Strickland, on l'a jamais eu, et je pense que ça peut être fun. Ouais, mais tu l'auras pas avec une défaite, hein. Si? Mais c'est pour ça. Ouais, Donc Whittaker qui gagne, j'aime bien parce qu'on aurait contre Strickland et Whittaker, on sait que ça commence j'aimerais bien, ouais. il commence à regarder la fin de sa carrière. Mm. Alice Kerov, dans ses prochains combats, j'aimerais le voir croiser contre Dolidze quand même. Dolidze, c'est aussi un peu dynamique dans les points Ouais. debout, gros sol. Il y a une intrigue à ce combat, je trouve. Ouais, bah alors peut-être que dans ce scénario-là, tu vois, vu que le temps il avance, on sera peut-être plus pour une victoire de Whittaker alors. Voilà, Et c'est puis, ça, c'est ça. un S'il faut se Aliskerov. positionner sur une préférence, c'est ça. Mais je serais pas deg de voir un Alice Kerov qui est propulsé dans le top non plus. Bon, on est d'accord, on est d'accord. Les amis, merci beaucoup. Abonnez-vous. Brian, merci pour la préparation et l'échange. Ciao, Ciao ciao. tout le monde!